Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Mohamedou Oumfa pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition matinale du mercredi 11 septembre 2024. Voici le sommaire. Donald Trump left us the worst unemployment since the Great Depression. She doesn't have a plan. She doesn't have a plan. Take a look at her plan. She doesn't have a plan. Kamala Harris et Donald Trump se sont affrontés hier soir lors d'un débat télévisé. Ils ont confronté leur vision de l'Amérique à moins de 2 mois de l'élection présidentielle. Ce soir, je crois que Harris a été capable de dire, en fait, vous ne connaissez pas cet homme, il n'a pas de politique. Le président Donald Trump a exposé Kamala Harris, qui n'a aucune vision, qui n'a aucune politique pour changer les choses. Réaction de l'historien Mohamed Mbodj et du militant républicain Junior Bonpetit à suivre dès le début de cette édition dans la partie consacrée au débat présidentiel. Dans une dizaine de minutes, les nouvelles économiques avec Michel Joseph et les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Mais pour commencer, voici le journal. Commençons par la page spéciale consacrée au débat présidentiel d'hier. Kamala Harris et Donald Trump se sont affrontés lors d'un débat télévisé organisé par la chaîne ABC. Les deux candidats à la présidentielle du 5 novembre ont confronté leurs visions opposées de l'Amérique à moins de 2 mois de l'élection. Retour sur quelques temps forts du débat avec Gaby Dorsil. La vice-présidente démocrate et le candidat républicain qui ne s'étaient jamais retrouvés face à face ont rapidement fait de ce débat à Philadelphie une foire d'empoigne sur l'économie, l'avortement ou encore l'immigration. Sur scène, M. Trump, au ton de plus en plus agressif au fil du débat, est apparu l'air grave, le visage fermé, le regard braqué vers la caméra sans jamais regarder son adversaire. En contraste, Mme Harris a fréquemment tourné la tête vers son adversaire avec une mine dubitative, voire parfois moqueuse face à ses affirmations et l'a poussé dans ses retranchements. Assurant avoir remis en ordre le bazar laissé par Donald Trump, Kamala Harris a par exemple reproché à son adversaire de propager un tissu de mensonges sur l'avortement et d'insulter les Américaines. Taxant sa rivale de marxiste, celui-ci a au contraire accusé la vice-présidente d'avoir copié le programme de Joe Biden et de détruire le tissu social de notre pays en laissant des millions de personnes affluer dans notre pays depuis les prisons, les établissements psychiatriques et les asiles d'aliénés. Donald Trump nous a laissé le pire chômage depuis la Grande Dépression, la pire épidémie de santé publique depuis un siècle, la pire attaque contre notre démocratie depuis la guerre de sécession, a déclaré Kamala Harris, faisant référence aux tentatives de Trump d'inverser le résultat de l'élection de 2020. Trump a regretté d'être présenté comme une menace pour la démocratie. J'ai sans doute pris une balle dans la tête à cause de ce qu'ils disent sur moi, a lancé Donald Trump, faisant référence à la tentative d'assassinat l'ayant visé lors d'un meeting en juillet dans ce même État de Pennsylvanie. Merci Gaby Dorsil. Très attendu sur les questions économiques, les deux candidats ne se sont pas fait de cadeaux. Kamala Harris a accusé Donald Trump d'avoir laissé l'économie américaine dans une situation désastreuse. Ce dernier lui a rétorqué qu'elle n'avait aucun programme. Je vous propose d'écouter ces extraits des deux candidats. Donald Trump nous a légué la pire épidémie de santé publique depuis un siècle. Donald Trump nous a légué la pire attaque contre notre démocratie depuis la guerre de sécession. Et ce que nous avons fait, c'est remettre en ordre le bazar laissé par Donald Trump. Ce que nous avons fait et ce que j'ai l'intention de faire, c'est de construire sur ce que nous savons être les aspirations et les espoirs du peuple américain. Écoutons à présent la réponse de Donald Trump qui a accusé la candidate de ne pas avoir de programme. Elle n'a aucun programme. Elle a copié le programme de Joe Biden et il se résume à 4 phrases. 4 phrases qui sont justes. Nous allons essayer de baisser les impôts. Elle n'a pas de programme. Jetez un coup d'œil à son programme. Elle n'a pas de programme. Écoutons maintenant 2 réactions que nous avons recueillies à l'issue du débat. Kamala Harris a montré le contraste avec son adversaire et a fait preuve de dynamisme, estime Mohamed Mbodj. Il est professeur d'histoire au Manhattanville University de New York. Il a été joint par Georges Léonard Sagnon. Harris a montré le contraste entre les deux candidats, de faire en sorte que les gens aient un choix très clair. Elle a montré évidemment son plus jeune âge, son dynamisme et tout. C'est elle qui est allée la première saluer
Trump pour lui, comme pour dire je n'ai pas peur de vous. Et c'est elle aussi qui dit que Trump est un candidat du passé, que ce soit pour remettre l'Amérique sur les rails comme l'Amérique était sur les rails il y a quelques années, mais aussi de remettre l'Amérique sur les rails avec des idées dépassées. Je crois que la pique, lorsqu'il s'est agi du problème de l'abortion, a vraiment porté et Trump n'a pas été capable de donner une réponse claire, sinon de dire que oui, mais ce sont les États qui maintenant sont en charge et à la limite, le président des États-Unis ne doit plus donner d'avis ou d'opinion sur cette question. Il y a eu une impasse totale de Trump lorsqu'il s'est agi du tax credit, donc de cette sorte de forfait sur le taxe pour les jeunes couples et pour les enfants, donc une sorte de taxation qui serait ciblée pour aider les jeunes ménages plutôt que simplement de faire une sorte de baisse des taxes pour tout le monde et évidemment où les riches bénéficieraient plus. Et d'autres aspects où finalement elle n'a pas hésité à l'accuser de mentir plusieurs fois. Elle n'a pas hésité à le traiter de criminel. Et en particulier, elle n'a pas mentionné le Parti républicain ou les républicains, mais à isoler Trump comme si c'était quelqu'un, un one-man show à la tête des républicains, mais que derrière le Parti républicain c'était autre chose, alors que Trump évidemment met dans le même sac les démocrates Biden et Kamala Harris. Comment avez-vous trouvé les deux candidats? Je crois que pour une population de plus en plus jeune et engagée et féminisée, certainement Kamala Harris va certainement être crédité de sortir la tête un peu plus haute que Trump. Les contradictions que Trump a soulevées entre ses positions et les positions de son vice-président est un élément très dévastateur. Peut-on faire confiance à un ticket où le président dit mais ça c'est l'opinion du vice-président, ça ne m'engage pas. Alors donc il y a des choses comme ça qui finalement vont faire en sorte que les gens, plutôt que souvent on pensait que Trump était une marchandise connue, on savait ses idées, il a déjà été président, on connaît un peu ce qu'il va faire dans sa politique. Ce soir, je crois que Harris a été capable de dire, en fait, vous ne connaissez pas cet homme, il n'a pas de politique. Pour sa part, le militant républicain Junior Bonpetit se dit satisfait par la prestation de son candidat, l'ancien président Donald Trump. Voici sa réaction, également recueillie par Georges Léonard-Sagno. Oui, nous avons un sentiment très satisfait parce que le président Donald Trump a exposé Kamala Harris, qui n'a aucune vision, qui n'a aucune, policy pour changer les choses. Elle a joué sur l'appel émotionnel. Elle a joué à l'attaque pour essayer d'énerver le président Donald Trump. Mais le président Trump a été au-dessus de ces attaques, qui a démontré que Kamala Harris a aucune vision pour l'alternance. Nous avons besoin de Donald Trump, nous avons besoin d'un leadership fort, nous avons besoin d'une économie forte, nous avons besoin de fermer les frontières parce qu'il y a eu plus de 11 millions d'immigrants illégaux dans ces pays et le président Trump a fait un bon boulot. Nous avons besoin du président Trump pour arrêter la guerre d'Israël et Hamas, arrêter la guerre de l'Ukraine et la Russie. Nous avons besoin d'un président fort et respecté dans le monde. Donc c'est un sentiment de satisfaction et le public américain a vu comment le choix à faire entre président Trump qui a une vision claire, qui a un record, et entre une dame qui est en train de balbutier et chercher toujours à jouer sur l'émotionnel. Comment avez-vous trouvé particulièrement les deux candidats ce soir? Donc relativement, le débat était respectueux, le débat était avait un niveau. Sauf ces appels émotionnels que faisait Mme Harris pour essayer sur le sujet comme l'avortement et tout ça, pour toucher la corps sensible des femmes et tout ça, et chercher à déstabiliser les candidats Trump. Mais sinon, le niveau du débat des deux candidats, c'était un bon débat contradictoire. Et félicitations au président Trump d'avoir clarifié les choses et exposé Mme Harris.
C'était Junior Bonpetit, militant républicain et fondateur du mouvement Congolese for Trump. Sa réaction était recueillie par Georges Léonard Sagno. Et pour terminer cette page spéciale consacrée au débat présidentiel d'hier, les réactions des deux candidats après le débat. Donald Trump a assuré n'avoir jamais aussi bien débattu, accusant également les modérateurs de parti pris. J'ai pensé que c'était mon meilleur débat, d'autant plus que c'était à 3 contre 1, a assuré le candidat républicain sur sa plateforme Truth Social. La vice-présidente Kamala Harris a dominé la scène sur tous les sujets qui comptent pour le peuple américain. Les Américains ont vu exactement quel type de président Kamala Harris sera, a indiqué l'équipe de campagne de la démocrate dans un communiqué qui a mis au défi l'ex-président de débattre une deuxième fois. VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Et puis, en fait d'actualité, avant de terminer le journal, les chefs de la diplomatie américaine et britannique se rendent ensemble en Ukraine ce mercredi avec au programme des discussions sur un allègement des règles pour l'utilisation des armes occidentales contre la Russie, accusée d'avoir acheté des missiles balistiques à l'Iran. Les deux hommes devraient rencontrer à Kiev le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui ne cesse de réclamer des armes dotées d'une plus grande puissance de feu et moins de restrictions auprès des Occidentaux. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Michel Joseph. Au Kenya, la justice a provisoirement suspendu le projet du gouvernement de confier au groupe indien Adani l'agrandissement et la modernisation de l'aéroport international de Nairobi en échange d'un droit d'exploitation de 30 ans. Cet accord pour un investissement prévu de 1,85 milliard de dollars est contesté depuis plusieurs mois par le personnel de l'aéroport Jomo Kenyatta qui estime qu'il constitue une menace pour leur emploi et n'apporte aucun bénéfice aux contribuables kenyans. Le Nigérian Adebayo Ogunlesi intègre le club des milliardaires africains selon la dernière mise à jour du classement des personnes les plus riches du monde du magazine Forbes. Banquier, Adebayo Ogunlesi, 70 ans, possède une fortune estimée à 1,7 milliard de dollars. La Cour de justice de l'Union européenne, tribunal de dernière instance, a décidé que Apple devrait rembourser 13 milliards d'euros d'arriérés fiscaux à l'Irlande pour avoir bénéficié d'avantages fiscaux indus assimilés à une aide d'État illégale. Il a aussi confirmé une amende de 2,4 milliards contre Google pour pratiques anticoncurrentielles sur le marché des comparateurs de prix. Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Yacouba Ouedraogo. Salut Yacouba. Bonjour Mohamedou, bonjour à tous. Fin hier des matchs de la deuxième journée des éliminatoires de la prochaine CAN Maroc 2025. Oui, belle opération pour le Burkina Faso qui s'empare de la tête du groupe L grâce à sa victoire 3-1 sur le Malawi. 2 matchs, 2 victoires pour la Côte d'Ivoire, vainqueur du Tchad 2-0. Après avoir battu la Zambie sur le même score, le Bénin s'est ressaisi en battant la Libye 2-1, 0-0 entre le Zimbabwe et le Cameroun. La Guinée est tombée en Tanzanie 2-1. Le Gabon a dominé la République centrafricaine 2-0. L'Égypte a étrié le Botswana 4-0. Le Mali s'est imposé sur la plus petite des marques 1-0 devant l'Eswatini après avoir été accroché à domicile par le Mozambique 1 but partout lors de la première journée. Les Mozambicains ont battu la Guinée-Bissau 2-1, 0-0 entre le Nigeria et le Rwanda, 3-2 pour l'Afrique du Sud en déplacement face au Soudan du Sud. Maintenant, des nouvelles du mondial féminin des moins de 20 ans. 4 pays représentaient le continent dans cette compétition qui se joue en Colombie, le Maroc et le Ghana, tous deux éliminés, et le Nigeria et le Cameroun, qualifiés pour les 8e de finale. Enfin, la boxe algérienne rejoint le groupe World Boxing. La Fédération algérienne de boxe fait désormais partie du groupe World Boxing qui veut sauver la place de ce sport aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. L'adhésion de l'Algérie et du Japon à World Boxing porte le nombre de membres de l'organisation à 44 fédérations.
Le statut olympique de la boxe est incertain. Le Comité international olympique a fixé la date limite du début de l'année prochaine pour la mise en place d'un organe directeur crédible après des années de turbulence avec l'Association internationale de boxe. L'IBA, dirigée par la Russie, a été officiellement banni par le CIO en juin 2023 et le conflit qui les oppose depuis des années a éclaté lors des Jeux de Paris. L'Algérienne Iman Khelif, médaillée d'or olympique, et la Taïwanaise Lin Yuting avaient été disqualifiées par l'IBA avant les combats pour les médailles des championnats du monde féminin de 2023 sous prétexte qu'elles n'avaient pas passé les tests d'éligibilité. Les boxeuses se sont qualifiées pour les Jeux olympiques où elles ont été soutenues par le CIO. Merci Yacouba. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mohamedou Oumfa, toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. Au Sénégal, une trentaine de personnes ont péri dans le chavirement d'une pirogue survenue dimanche. La barque transportait plus d'une centaine de candidats à l'immigration clandestine. Le point avec notre correspondant à Dakar, Wani Johnson Sambou. Le bilan ne cesse de s'alourdir au fil des heures. Jusqu'à cet après-midi, le décompte faisait état de 31 morts, dont 11 corps repêchés aujourd'hui. Alors que les recherches se poursuivent, l'espoir de retrouver des survivants est quasi nul. Le pire est à craindre vu le nombre de migrants qui se trouvaient à bord de la pirogue de fortune. 150 personnes pour seulement 24 rescapés. L'un d'eux, qui a refusé de révéler son identité, raconte le film du drame. Nous avons embarqué ici même, mais la pirogue était un peu plus loin. Même pas 15 minutes après notre départ, elle a commencé à prendre de l'eau. Et à chaque fois qu'elle incline, tout le monde basculait d'un côté. C'est ce qui a causé le chavirement vers 17h et les secours ne sont arrivés que vers 18h. Il y avait au moins 5 femmes, mais les enfants étaient un peu âgés. Le drame s'est produit dimanche au large de Mbour, ville située à une centaine de kilomètres au sud de Dakar. C'est là que les migrants ont embarqué pour les îles Canaries. Sur place, la colère des habitants reste grande. Maître Abdoulaye Tall, habitant de Mbour-Tefes. Je pense que les populations doivent s'ériger en bouclier en s'organisant en comité de vigilance et de veille et être enclins et prompts à dénoncer des genres de comportements allant dans le sens d'organiser des embarcations de fortune. Et c'est des embarcations qui sont en train de transformer la mer en cimetière. Même l'organisateur n'est pas en mesure de nous dire combien de personnes étaient à bord de la pirogue. Aux dernières nouvelles, le convoyeur des migrants a été arrêté par la police. Selon les autorités, il s'agit d'un pêcheur de 52 ans qui se serait rendu lui-même à la police. Wahani Johnson Sambou, Dakar, VOA Afrique. FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24. Au Cameroun, les frais associatifs à payer dans les établissements publics continuent de susciter la controverse. Des associations dénoncent leur caractère obligatoire. Dans certains établissements, les parents déboursent au moins 25 000 francs CFA par élève, soit plus du double des frais d'inscription du premier cycle secondaire dans les établissements publics. Une situation qui vient compliquer une rentrée déjà difficile pour les élèves et leurs parents. Reportage à Yaoundé de notre correspondant Emmanuel Jultap. Jean Déby mène depuis 7 ans le combat contre le paiement obligatoire des frais d'association de parents d'élèves dans les établissements publics. Ce jour, il est allé s'enquérir de la situation au lycée Leclerc, l'un des plus grands de la capitale. Seul le parent qui veut paye les frais d'APE. Ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, malheureusement, les inscriptions des enfants dans des lycées dans la ville de Yaoundé et ailleurs dans le territoire camerounais continue à être conditionné par le paiement obligatoire et préalable des frais d'APE. Ce qui nous amène donc une fois de plus à repartir vers Madame la ministre des Enseignements secondaires pour l'interpeller une fois de plus afin que des mesures urgentes soient prises pour arrêter cela et permettre aux enfants camerounais d'aller à l'école. Le ministre de l'Éducation de base a rendu public un communiqué interdisant le caractère obligatoire des frais d'APE, association des parents d'élèves, dans le cycle maternel et primaire. Son homologue des enseignements secondaires garde encore le silence sur le sujet. Ce parent a été par le passé président de l'association des parents d'élèves,
dans un établissement public. Moi, je suis un président de parents d'élèves depuis plus de 6 ans. Je maîtrise à peu près ce que c'est que l'APE. L'APE, c'est normal que l'APE soit, parce que l'État ne peut pas tout faire. L'État ne pourra pas tout faire, puisqu'ici, il y aura des professeurs vacataires et autres, dont l'État ne peut pas tout faire. Donc il faudrait qu'on aide l'État. Le proviseur de ce lycée bilingue de Yaoundé soutient que ces frais contribuent à bâtir une communauté éducative avec l'apport des parents d'élèves et les enseignants. Les parents sont prêts à payer les frais. Je voudrais dire que s'il y a quelque chose que le gouvernement a donné aux Camerounais, c'est l'éducation gratuite. C'est gratuit. Pouvez-vous imaginer qu'ici, on paye les frais d'inscription à 10 000 francs CFA pour le premier cycle et 15 000 pour le second cycle? Vous imaginez cela dans un lycée technique? 10 000 et 15 000 francs ne peuvent pas acheter le matériel de 2 ou 3 élèves. Donc le gouvernement offre l'éducation gratuite aux Camerounais. Cette année, la rentrée scolaire est aussi marquée par d'autres crises, notamment les graves inondations qui ont empêché de milliers d'élèves à prendre le chemin de l'école dans la région de l'extrême nord. Et dans toutes les régions du pays, plusieurs nouveaux manuels scolaires ne sont pas encore disponibles. Il y a certains livres qu'on me dit que ce n'est pas encore sorti. Donc j'espère que ça va sortir avant samedi, parce qu'il faut que les enfants aillent à l'école avec tous les manuels. Mais le plus important, c'est que quand on met les manuels avant la rentrée, il faut que ce soit disponible pour que les parents ne soient pas en train de monter, descendre, parce que c'est un temps qu'on perd. Les éditeurs évoquent les lenteurs douanières qui empêchent la disponibilité des nouveaux livres inscrits au programme. Emmanuel Junta pour VOA Afrique, Yaoundé. Vous écoutez VOA Afrique à Douala au Cameroun sur Radio Balafon FM 90.2. Au Tchad, pendant que les jeunes diplômés sans emploi revendiquent en vain leur intégration à la fonction publique, Binda Ghislain se spécialise dans la gestion et le recyclage des déchets plastiques à travers une entreprise dénommée Caro. Une activité qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la déforestation et contribue à lutter contre le chômage des jeunes. André Kotmadinga, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena. Caro en langue locale du sud du Tchad signifie « je me protège ». Selon le promoteur Binda Dingautabe Ghislain, son entreprise se positionne comme une solution à la déforestation et la mauvaise gestion des ressources naturelles dans le sud du Tchad. Je voyais déjà des gens qui peinent à pratiquer normalement l'agriculture compte tenu de l'irrégularité de la pluie, et je voyais également de l'autre côté des arbres qui sont abattus quotidiennement, soit pour utiliser comme source d'énergie domestique ou soit pour commercialiser. Et donc, en tant que jeune sensible aux questions environnementales, il était pour moi indispensable de pouvoir mener des réflexions pour pouvoir proposer une solution qui est le charbon écologique, qui était au départ un charbon dont la production devrait permettre, un, de limiter la coupe abusée des arbres, et deux, d'introduire dans la consommation de ces personnes qui se donnent à cette pratique-là. Le promoteur affirme que l'objectif de Caro Entreprise n'est pas seulement de chercher une valeur économique, mais aussi et surtout avoir de l'impact sur le milieu social. C'est ainsi qu'à travers son programme innovant Un jeune, un métier, des vagues de jeunes diplômés sans emploi sont formés dans le milieu écologique et qui sont aujourd'hui sur le marché de l'emploi. Mon nom c'est Issa Ahmad Moussa, ingénieur en industrie alimentaire et biotechnologie. Étant un industriel, je vais d'abord apprendre à valoriser les déchets. Et une fois ici, j'ai appris assez de choses. J'ai eu à apprendre tout cela ici, que ce soit la production de charbon écologique, la fabrication de savons ou encore des pavés plastiques. Dame Rebecca, une jeune fille communicante, s'est intéressée à ce programme qui, selon elle, est un programme innovant sur la protection de l'écosystème. Ici, je bénéficie d'une formation d'abord en charbon écologique, en cosmétique, des pavés écologiques, bioélectricité ou soit des biogaz. C'est vraiment bénéfique pour moi, une femme, surtout en cosmétique. Ça va m'aider à fabriquer certaines choses. Donc j'appelle mes sœurs, peu importe les difficultés qu'elles vont rencontrer, je les demande d'être persévérants et d'être courageuses pour atteindre le but qu'ils ont fixé. Mouna, une cliente, apprécie le charbon écologique et demande à toute la population tchadienne de se tourner vers ce secteur afin de protéger l'environnement. Il suffit juste de faire chauffer quelques briques de
charbon, vite fait au gaz et après voilà, après se développe de manière uniforme. Vraiment les cassettes avec le charbon traditionnel, de fois on achète, c'est humide, on tombe sur une qualité où ça ne réchauffe pas, donc vraiment il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo et vu les dégâts qu'on peut faire à l'environnement, vraiment c'est même pas la peine. Vraiment pour diffuser notre Dorohane traditionnel dans la maison, je trouve qu'il n'y a pas meilleur. Et d'ailleurs justement je l'ai recommandé à plusieurs membres de ma famille, j'en ai même envoyé à certains qui sont à l'étranger pour la petite histoire. Créé en 2020 mais opérationnel une année après, Caro Entreprise utilise les déchets plastiques qui sont collectés et recyclés pour être réutilisés. André Kodomadjingar N'Djamena pour VOA Afrique. VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad. Le prix de l'or a récemment atteint un niveau record et le World Gold Council, Conseil mondial de l'or, prévoit que les banques centrales vont augmenter leurs réserves d'or au cours de l'année prochaine. Les banques centrales d'Afrique font partie des acheteurs et se tournent vers le métal précieux pour se protéger de l'instabilité économique et géopolitique et pour diversifier leur portefeuille financier. Mohamed Youssouf nous en dit plus depuis Nairobi. Le récit est de Jean-Roger Bion. En septembre 2023, le prix de l'once d'or était de $1,900. Un an plus tard, il s'est vendu à $2,500. Selon le World Gold Council, une association commerciale internationale pour l'industrie de l'or, la demande pour ce métal va augmenter au cours des 10 prochains mois. Parmi les acheteurs de ce métal précieux figurent les banques centrales de certains pays africains. Certains experts attribuent la ruée vers l'or des banques centrales à la nécessité de protéger leur monnaie locale et aux incertitudes économiques et politiques mondiales. Carlos Lopez est professeur à l'Institut public Nelson Mandela pour la bonne gouvernance. Ces dernières années, en raison de l'inflation et de tous ces mouvements en faveur des paquets de stimulation et autres, les rendements sont extrêmement faibles. Et d'un autre côté, le prix de l'or augmente parce que les grandes banques cherchent aussi à se protéger avec l'or. C'est donc un très bon investissement. La production d'or en Afrique a augmenté de 60% depuis 2010, selon le Conseil mondial de l'or, ce qui est supérieur à la croissance mondiale de 26%. En 2022, le Zimbabwe a lancé une monnaie adossée à l'or pour tenter de freiner l'inflation et la volatilité des taux de change. Le Ghana et l'Ouganda ont acheté de l'or à des mineurs artisanaux pour renforcer leurs réserves de devises étrangères qui s'amenuisent. Le Ghana, premier producteur d'or d'Afrique, prévoit d'acheter du pétrole à d'autres pays et de les payer en or afin d'alléger la pression sur sa monnaie locale et réduire les prix élevés du carburant. Bright Opong Afum est maître de conférence à l'Université des mines et de la technologie du Ghana. Il explique que certains pays africains souhaitent utiliser l'or pour réduire leur dépendance à l'égard du système financier mondial. Si des sanctions sont imposées à un pays africain, nous connaissons les effets dévastateurs qu'elles auront. Et vous savez, les pays africains sont en développement ou ils sont jeunes et ne veulent pas des sanctions qui auront un impact négatif sur l'économie. C'est pourquoi ils réduisent stratégiquement leur dépendance à l'égard de ces pays extérieurs. Monsieur Afoum explique que si certains Africains connaissent et comprennent l'importance de l'or, beaucoup d'entre eux s'en débarrassent pour satisfaire leurs besoins quotidiens. Ils se contentent donc de trouver un simple acheteur qui, je le répète, va les exploiter. Si l'acheteur est une société étrangère ou une personne étrangère, les marchandises quittent alors les mains des habitants locaux. De toute façon, ils perdent leur or. Ils l'évaluent en fonction des besoins de leur famille. La zone de libre-échange continentale africaine, ZLECA, a introduit le système panafricain de paiement et de règlement qui permet aux pays de commercer en monnaie locale. Les experts estiment que certains systèmes de paiement continentaux, s'ils sont mis en œuvre, peuvent atténuer les pressions économiques auxquelles certains pays sont confrontés. Cela pourrait les rendre moins dépendants de l'or.
Alexandrine Rologno avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, Kamala Harris et Donald Trump, face au public dans un débat télévisé, confrontent cette semaine leur vision sur l'avenir des États-Unis. Le lieu du débat, Philadelphie, en Pennsylvanie, dans l'Est des États-Unis. Cet État est largement considéré comme le plus important des États pivots. Ces États qui pourraient basculer démocrates comme républicains en novembre. Selon vous, quel peut être l'impact de ce débat dans la présidentielle? Quel type de leadership attendez-vous du prochain président américain et pourquoi cela vous importe-t-il? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel dans Washington Forum sur VOA Afrique et voaafrique.com pour une analyse de ce débat présidentiel. C'est la fin de cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mohamedou Oumfa, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet, voaafrique.com, sans oublier nos différentes plateformes digitales, Facebook, YouTube et X. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique. À très bientôt. Écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM. Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes. Le Monde aujourd'hui, sur VOA.